Réalisateur primé à de multiples reprises au César notamment, on lui doit des films inoubliables comme Les Corps impatients avec Laura Smet et Nicolas Duvauchel, Quand j'étais chanteur avec Gérard Depardieu et Cécile de France, À l'origine, Superstar ou encore Marguerite, l'inoubliable Marguerite incarnée par la pétulante Catherine Fro. Sur vos écrans, à partir du 14 février, vous allez découvrir L'apparition avec Vincent Lindon dans le rôle principal. L'histoire d'un photographe de guerre, athée, à qui le Vatican demande d'enquêter sur des apparitions de la Vierge dans le sud de la France. J'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP le réalisateur Xavier Giannoli. Xavier, bonjour. Bonjour. Ça va, il était à peu près bien lancé le film? Très bien. Bon, merci. Et merci surtout infiniment pour ce film. Je vous dis tout de suite, le film fait 2h17. Quand je suis rentrée en projection presse, je dis « Ah, 2h17 quand même ». Je suis sortie de la séance. Je n'avais pas vu passer le temps, tellement j'ai été complètement prise dans l'enquête, parce qu'on assiste vraiment à une enquête presque policière, même si c'est une enquête plutôt canonique, prise par l'interprétation magistrale de Vincent Lindon et de cette incroyable jeune actrice. Alors attendez, parce qu'elle a un nom très particulier. Galatea Bellucci. Ouais, qui est juste une jeune, qui incarne la petite voyante, supposée en tout cas voyante de 18 ans. Moi, je voudrais vous poser une première question. Le questionnement religieux, vous considérez-vous qu'il traversait déjà vos films précédents, enfin je pense à l'origine, notamment pour arriver jusqu'à ce film-là, L'apparition, qui est objectivement un film qui traite des questions religieuses catholiques? Bien sûr, puisque moi j'ai eu une éducation chrétienne. C'est-à-dire, elle ressemble à quoi cette éducation? J'étais dans une école voilà, où j'avais le catéchisme qui m'impressionnait beaucoup, où je me revois faire des dessins, je me revois avec des figures de prêtres d'ailleurs qui étaient des gens absolument formidables, modernes, protecteurs, intelligents. J'étais scout, donc j'ai à la fois des souvenirs intellectuel, quoi, que le catéchisme me touchait, m'intéressait. Des souvenirs heureux, visiblement. Interrogeait. Oui, enfin heureux, c'est tumultueux, mais quand même, oui, en tout cas, c'était quelque chose d'important pour moi. Et puis aussi des souvenirs. Voilà, je me souviens des scouts, je me souviens des chants, je me souviens servir la messe. Mais je me souviens un jour où je servais la messe, vous savez, je devais avoir 10-12 ans. Ouais. Et en fait, ça se passait, on répétait avant l'école. Et il devait être 7h30, on était dans la petite église du collège. Vous étiez dans quelle région? À Paris. Ouais. Et puis c'était, vous savez, le moment où il faut s'agenouiller, sonner les petites cloches, etc. Et puis à un moment donné, j'ai pris une initiative où je ne me suis pas agenouillé face à la croix, mais face à la nef. Et le prêtre, j'entends sa voix, me dit « Mais qu'est-ce qui vous prend, Giannoli ?» Et je lui avais répondu « Je suis désolé, mon père, mais je ne le sens pas. » Et il m'avait dit, mais on ne vous demande pas de le sentir, c'est comme ça qu'on fait. Et ce je ne le sens pas, c'était évidemment un truc spontané. Et en même temps, oui, c'était important pour moi, l'éducation chrétienne, l'éducation catholique. Et puis en même temps, j'ai toujours eu un doute, un tumulte. Et je crois que j'ai fait ce film et que ce doute et ce tumulte traversent tous mes films. Et que là, il se révèle, il apparaît d'une façon plus directe, avec un récit sur une enquête, sur une apparition. Alors, pourquoi vous avez pris justement ce parti pris d'une apparition mariale en France? Parce qu'il y en a dans le monde entier, reconnue par le Vatican ou non reconnue. Mais pourquoi une apparition mariale et pourquoi une commission d'enquête, justement? Parce que finalement, le questionnement religieux, on peut l'attaquer par tellement de points de vue. Et vous êtes parti là-dessus? Oui, parce que ça correspond à ce que je ressens à ce moment-là. Enfin, c'est très récent, puisque j'ai commencé à écrire le film il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et j'aimais cette idée de faire se confronter le grand mystère, de la foi, et de le mettre à l'épreuve d'une enquête concrète, journalistique, de la part d'un sceptique. Et que tout ça soit fait à hauteur d'homme, sans jugement, sans a priori de quelqu'un qui voudrait absolument croire qu'une apparition est possible, ou quelqu'un qui, au contraire, penserait que tout ça est une bigoterie sans intérêt, une superstition. C'était simplement quelque chose qui répondait à ce que je ressentais, moi, aux troubles que je ressentais, qui était poser la question d'un mystère, et tout de suite avoir l'intuition que ce mystère va ouvrir sur le grand mystère. Et de travailler à travers une enquête incarnée par Vincent Lindon, qui est une espèce de principe de vérité, et ce qu'il est lui comme acteur, et ce qu'est le personnage
qui est un journaliste de guerre, et qui va essayer de recueillir des indices concrets pour savoir si oui ou non cette jeune fille de 18 ans est une menteuse ou pas. Maintenant, pourquoi en France? Je me suis inspiré d'autres événements apparitionnaires. Au départ, je me disais, il va partir dans un autre pays, peut-être en Roumanie ou en Yougoslavie, à cause des apparitions de Medjugorje. Voilà, je pensais à ça, qui m'ont beaucoup inspiré pour écrire, pour le pire et pour le meilleur d'ailleurs. Et puis finalement, je me suis dit, non, la vraie question, c'est de situer cette histoire aujourd'hui et maintenant en France. Et c'est peut-être une réaction au fait que beaucoup du débat religieux, médiatique, du débat médiatique, on va dire, tout de suite va vers des discussions sur le fanatisme. Oui, sur l'extrémisme, j'allais voilà, dire. sur l'extrémisme, ou alors fait de la religion un marqueur social. Si vous êtes catholique, vous êtes de droite et conservateur. Si vous êtes musulman, vous avez fait un pas vers l'extrémisme. On parle de tout sauf de la foi, finalement. Exactement. Et donc, moi, j'avais envie et besoin, en tant qu'homme, là où j'en suis dans ma vie, de me réapproprier la part intime de ces enjeux et de voir ce que ça disait de moi et là où j'en étais par rapport à cette question. La part intime et la part mystique, j'allais dire. Moi, je vous propose, Xavier, de regarder la bande-annonce. On aura plusieurs extraits à montrer tout au long de l'émission. On va démarrer par la bande-annonce et on revient avec vous sur le plateau de VIP juste après. Vous étiez déjà venu au Vatican? Non, jamais, c'est la première fois. Savez-vous ce qu'est une enquête canonique? C'est une commission d'enquête que les autorités religieuses décident de rassembler pour enquêter sur un événement particulier, comme par exemple une apparition. Qu'est-ce que ça veut dire, une apparition? Une apparition de la Vierge Marie. Disons que l'Église préférera toujours passer à côté d'un véritable phénomène plutôt que de valider une imposture. Toujours. La jeune voyante s'appelle Anna. Depuis ses visions, elle est très protégée. Nous n'avons rien à cacher. C'est une illuminée, un point c'est tout. Pas d'histoire d'argent caché ou autre, on n'a rien trouvé. Jamais de fugue, pas de problème. Solitaire. On a passé sa vie à être baladé de foyer en famille d'accueil, ça laisse forcément des traces. Le diocèse vient de demander l'analyse de la relique avec le sang. Voyez tous nos cadeaux pour les paroisses qui nous soutiennent. Maintenant, c'est quoi? Les pauvres gamines qui sont incapables d'affronter la vie, les autres, c'est ça? Cette commission est un poison, une mise à l'épreuve. J'ai besoin de savoir si je peux croire à ce que me raconte cette gamine ou pas. La foi, c'est un choix libre et éclairé. Tu veux aller jusqu'où comme ça? Je pense que vous êtes dangereux. Je pense que vous êtes vide. Je veux des faits, des preuves. Il y a trop de colère en vous pour accepter ce que j'ai vu. Alors Xavier Giannoli, quand on prépare un film comme celui-là, on mène sa propre enquête. Bien sûr, vous êtes allé, vous, sur des lieux apparitionnaires, c'est ça, oui. Comme Medjugorje dont vous parliez à l'instant, oui. mais il y en a plein. Oui, bah, je suis déjà j'ai des souvenirs d'enfant. Quand j'étais scout, on est allé à Lourdes. Bien sûr. Et en fait, j'ai le souvenir, je devais avoir, je sais plus, 10-12 ans. Mais j'étais pas du tout allé à Lourdes en me demandant est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas. Pour moi, c'était une évidence, enfant. C'était, oui, bon, bah voilà, je me souviens très bien, voir la grotte, je me souviens très bien, on avait dormi dans le coin, voilà. Après, je suis allé à Fatima, voilà, et j'ai surtout fait un énorme travail documentaire à travers des livres, des rencontres, des documentaires. Chacun de mes films, en fait, raconte, je crois, des histoires de personnages improbables qui ont quelque chose à voir avec la folie, comme Marguerite, c'était inspiré d'une histoire vraie, pourtant, cette femme qui chantait faux, ou à l'origine, cet homme qui construisait une route au milieu d'un champ, alors que, enfin une autoroute, alors que c'était un imposteur. Et j'ai toujours besoin d'un ancrage dans le réel, dans l'époque, et en même temps, j'aime ces personnages qui ont une sorte d'élan vers une autre dimension. Alors, vous dites quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, vous démarrez chacun de vos films sur un doute fondamental. Personne ne va croire à cette histoire. Personne ne va y croire. Et là, vous savez que vous tenez la bonne idée. En fait, c'est bizarre. C'est important que ce soit une histoire vraie. Là, j'ai découpé une coupure dans un journal pour l'apparition. Et en même temps, je me dis, mais comment on va y croire? C'est pas possible qu'aujourd'hui, en France, on puisse croire qu'une apparition est possible. On comprend qu'il y ait un regard sceptique, évidemment, sur ça. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est là que le cinéma commence. C'est
tous les efforts que je vais faire et mon rapport à la caméra et mon rapport à la lumière, au déplacement des acteurs, au choix des acteurs, au jeu des acteurs, va être là pour créer un effet de réel. Et que je crois que s'il y a une dimension autre qui aurait à voir avec quelque chose de la poésie ou du sublime, puisque là on parle quand même de la foi et du portrait d'une jeune novice, ça part de cette réalité. Voilà. D'ailleurs, vous filmez, je trouve, formidablement bien la pesanteur des corps pour nous parler de l'âme. Il y a quelque chose effectivement de très ancré, et ça passe en priorité par Vincent Lindon, bien sûr tous les autres acteurs qui sont tous très bien choisis, mais c'est vrai que c'est un acteur extrêmement physique, Lindon, qui occupe l'espace, c'est un corps en mouvement, et vous passez par ça pour nous parler après de l'ineffable de l'âme. Parce que c'est un enjeu, je pense, existentiel. Sur l'affiche de Marguerite, ce qui me plaisait, c'était dans le destin de cette femme, c'était son aspiration vers son élan, vers la beauté de l'opéra, de la musique, d'une forme de transcendance. Et en même temps, elle est clouée au sol par sa médiocrité, son absence de technique. Et je pense qu'il y a une vérité humaine dans à la fois quelque chose qui voudrait aller vers l'amour, la pureté et l'innocence, et en même temps quelque chose qui nous cloue au sol, notre destin d'être humain, notre corps, l'obligation qu'on a de composer avec les corruptions de la vie sociale, avec toutes ces choses-là. Voilà, c'est cette tension-là dont vous parlez en termes d'enjeux de cinéma, la pesanteur du corps et la grâce, voilà, c'est un enjeu de vie aussi, je crois. Alors, 2 questions avant qu'on regarde un premier extrait. D'abord, je vais vous demander, donc Medjugorje, vous y êtes allé, mais je prends cet exemple-là, vous avez fait d'autres lieux. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Xavier Giannoli, dans ce genre de lieu où il y a beaucoup de pèlerins, où on peut être totalement débordé? D'ailleurs, dans le film, ils sont totalement débordés par les cars de pèlerins qui se déversent comme ça sur cette petite montagne. Vous avez ressenti quoi? Ce qu'on voit dans le film, c'est ce que j'ai observé. Moi, je ressens un trouble. Je pense que j'ai fait ce film pour aller enquêter sur mon trouble. Un trouble qui est proche du malaise ou un trouble plutôt ça dépend des lieux. Délicieux? Non, ça dépend des lieux. J'ai un profond respect pour les pèlerins. Voilà. Quelque chose me touche dans ce moment de recueillement. Voilà. Ça peut être un voyage qui dure 1 semaine, ça peut être un voyage qui dure 2 heures. Il y a une espèce de dignité que j'ai observée. J'ai aussi observé des choses qui ont à voir avec l'idolâtrie et qui me tiennent à distance. Et que vous dénoncez, d'ailleurs, dans le film. Je ne les dénonce pas, je les pointe. Après, je pense que j'essaie, moi, de ne pas avoir de jugement facile. C'était même au cœur de ma démarche pour faire le film. C'était que je filme et je restitue ce que j'ai ressenti en allant dans ces lieux. Donc, je montre des gens qui ont une forme d'intelligence, d'émotion et de dignité. Et puis, en même temps, il y a aussi, on le sait tous, des choses qui ont plus à voir avec une forme de dérive et d'idolâtrie. Mais vous, quel est le lieu qui vous a le plus marqué au cœur? Moi, c'était quand j'étais enfant et que je suis allé à Lourdes. Ah, c'était vraiment... Et en tant qu'adulte? Fatima a quelque chose d'impressionnant quand même, oui. Mais c'est lié à l'histoire aussi, c'est lié à la personnalité des voyants, c'est lié à ce que j'ai lu, à l'énorme masse de documentation, les théologiens avec qui j'ai parlé, les historiens avec qui j'ai parlé. Donc quand vous allez dans le lieu après, ce lieu est chargé de vos lectures et de ce que vous savez. Et donc j'ai du mal à... Vous êtes presque trop renseigné au moment où vous arrivez sur le lieu. Je ne sais pas bien pourquoi j'ai D'ailleurs, c'est très lié à mon personnage de Lindon dans le film. Il veut tout savoir, il veut tout lire, il veut parler avec les gens, il veut des témoignages. On le voit dans la bande-annonce, il dit « je veux des faits, des preuves ». Et puis en même temps, il va rencontrer sa limite, puisqu'en fait, il croit qu'il enquête pour élucider un mystère, et il va se retrouver face à un mystère, par définition, impossible à résoudre, autrement que dans le secret de son cœur. Alors justement, Vincent Lindon, c'était ma deuxième question. Comment il a vécu, lui, ce film ? C'est quand même un rôle extrêmement particulier. C'est un acteur extraordinaire, Vincent Lindon, parce qu'il a une implication... il ne vient pas du tout faire le job. Il a une implication totale, humaine, profonde dans ses rôles. Il ne parle que de ça, il ne vit que de ça. Il a un rapport d'une grande intensité avec le film, avec
avec même les décors, les objets qui touchent. D'ailleurs, c'est ça le talent, le génie des acteurs, hein, c'est d'arriver à être avant tout des présences physiques et d'incarner quelque chose qui est de l'ordre de l'idée et du sentiment à l'écriture du scénario. Et d'un coup, ça prend un corps, il donne corps au scénario. Et il n'y a pas d'acteurs, en tout cas, il y a très peu d'acteurs qui ont cette puissance-là d'incarnation, où il rend les choses évidentes. Et puis en plus, Vincent, dans la vie, on le voit, parce qu'il donne des interviews où il parle, il a un rapport à la vérité qui est très important. Il faut pas se foutre de lui, il ne faut pas lui raconter d'histoire. Il choisit ses mots. Hein. Voilà, et puis il choisit ses rôles, et très souvent, il joue des personnages plongés dans des situations sociales, où il est un principe de vérité. Il ne faut pas qu'on lui mente, il ne faut pas que... voilà. Mais je pense à Welcome, là, de Philippe Liorret, par exemple. Il y a ça, et puis évidemment, dans La loi du marché... etc. Et donc, je pensais à lui comme un principe de vérité. Donc, évidemment, est-ce qu'il est, et évidemment, le personnage qui a été écrit pour lui, donc avec lui dans la tête, j'entendais sa voix. Donc, c'est évidemment de le confronter à une jeune fille de 18 ans qui affirme avoir eu une apparition. Je me disais, c'est formidable, parce qu'il va y avoir d'un côté un point de vue d'un sceptique, mais qui n'est pas du tout un moqueur. Hein. C'est quelqu'un qui... Et d'un autre côté, quelqu'un qui raconte ce récit et qui ouvre une porte vers une dimension surnaturelle à un homme dont ce n'est pas du tout ni la culture, ni la sensibilité. Et je me disais, cette tension-là, elle est un vrai enjeu de cinéma. Je vous propose de regarder un premier extrait de l'apparition de Xavier Giannoli. Alors voilà. Il y a tout juste 2 ans, une jeune fille de 16 ans a affirmé avoir eu une apparition dans la région de Karbala, dans le sud-est de la France. Qu'est-ce que ça veut dire, une apparition? Une apparition de la Vierge Marie. Alors, la plupart du temps, ces choses-là se calment d'elles-mêmes avec l'intervention du prêtre de la paroisse ou d'un bon psychiatre. Mais parfois, le phénomène prend de l'ampleur et les pèlerins commencent à affluer sur les lieux des apparitions, enfin des supposées apparitions. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là-bas. La préfecture parle désormais de troubles à l'ordre public. La jeune voyante s'appelle Anna. Depuis ses visions, elle est très très protégée par le prêtre de la paroisse, un franciscain qui ne répond plus à nos demandes de renseignements, le père Borodine. Il a même refusé de nous laisser saisir une prétendue relique pour la faire analyser. Un linge taché de sang que la Vierge aurait laissé aux fidèles. Il est même question de construire une nouvelle église. Enfin, la situation devient de plus en plus préoccupante. Alors là, on est au Vatican, hein, avec l'évêque qui va missionner notre photographe de guerre avec cette drôle de mission. Et on sent que l'Église est empêtrée avec ce genre d'apparition. Ça ne les arrange même pas forcément, quoi. D'ailleurs, la plupart des apparitions ne sont pas reconnues. Il faut quand même savoir qu'il y a un énorme travail de commission d'enquête au Vatican pour dire si oui ou non c'est de caractère surnaturel et divin. Mais il y a une réplique très importante au début pour le personnage de Vincent Lindon, qui, a priori, on le voit bien, un peu plus tard dans la scène, il va dire « Mais vous savez, j'ai rien à voir avec ce monde-là, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous aider. » Et quelqu'un, un ecclésiastique, lui dit « Mais vous savez, l'Église préférera toujours passer à côté d'un véritable phénomène que de reconnaître une imposture. » Donc en fait, ce qu'il ressent, après on l'emmène dans les archives du Vatican, où on va lui montrer des documents vidéo étonnants, où on va lui montrer des documents papier étonnants. Et en fait, il va comprendre que l'attitude de l'Église avec ses faits apparitionnaires est très prudente, et très sage, et très raisonnée, et que cette commission d'enquête, va y avoir un médecin, il va y avoir des prêtres, et qu'on donne évidemment, et on donne sa chance à la possibilité d'un événement surnaturel, et en même temps, on sait très bien que beaucoup finissent par être des impostures et des supercheries. Et je me suis beaucoup inspiré pour ça du livre d'un théologien, historien, à qui je veux rendre hommage, qui s'appelle Joachim Boufflet, et qui a écrit un nombre de livres extraordinaires. Dont celui qu'on voit dans le film, Faussaire de Dieu. Et il a écrit un livre qui s'appelle Faussaire de Dieu, où il recense un nombre incroyable de supercheries. Et d'ailleurs, l'évêque lui offre dans le film, c'est une façon de lui dire vous êtes libre.
Gardez Donc, votre libre arbitre. Exactement, voilà. Et d'ailleurs, la plupart des ecclésiastiques avec qui j'ai parlé avaient cette sagesse et cette distance. Alors c'est ça justement, j'allais y venir. Vous avez discuté avec pas mal de prêtres, hein. Vous avez vraiment préparé extrêmement sérieusement ce film parce que comme vous nous l'expliquez, Xavier Giannoli, c'est aussi une quête intime, spirituelle pour vous. Qu'est-ce que vous en avez gardé de ce qu'on peut vous dire, les ecclésiastiques que vous avez interrogés? Alors d'abord, le jeune homme que l'on a vu dans cet extrait est vraiment prêtre. Et, celui qui était entre l'évêque et Vincent Lindon. Voilà, oui. Ah. Et il s'appelle François-Xavier Ledoux, il est professeur il est agrégé de lettres et il est aussi prêtre. Et il était sur le tournage, sa présence était très importante pour moi. J'ai toujours tourné comme ça. J'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui appartiennent vraiment à ce milieu et qui vont me dire non, ça ce n'est pas réaliste, ça ce n'est pas juste. Marguerite, vous aviez en permanence quelqu'un de l'opéra qui Absolument. vous guidait. Il y avait des professeurs d'opéra, il y avait des gens avec moi qui parlaient de la justesse de la voix ou au contraire de sa dissonance et des postures. Et je trouve ça très important. C'est un enjeu central du cinéma qu'on ait cette impression de réalité, de contact avec la réalité. Et donc le père Ledoux était sur le plateau alors. Absolument. Et j'avais une phrase... Quand je préparais le film, j'ai parlé avec un prêtre et je lui ai demandé naïvement « Mais est-ce que vous êtes plus fort que moi? Est-ce qu'au moment de mourir, vous allez avoir moins peur parce que vous croyez à la vie éternelle ?» Et il m'a répondu « Vous savez, Xavier, au moment de mourir, je me dirais « J'espère que je ne me suis pas trompé ». Et j'avais trouvé cette phrase d'une incroyable émotion, d'une incroyable dignité et d'une incroyable justesse. D'une incroyable vérité pour cet homme-là. Oui. Et ça m'a donné une sorte de boussole pour écrire et pour faire le film qui était que le doute n'est pas une limite pour moi, mais au contraire, l'aventure qui commence. Vous savez ce que disait Bernanos? Voilà. Bernanos disait « Ma foi, c'est 24 heures de doute pour 1 minute d'espérance ». Voilà. Et voilà. C'est magnifique. Et je trouvais ça très beau comme phrase que m'a dit ce prêtre, et ça a été très important pour moi pour écrire. Parfois on dit « bon, j'arrête parce que j'ai un doute ». Non, moi je commence parce que j'ai un doute. Voilà. Ça, c'est vraiment très très joli comme réplique, Xavier Giannoli. Moi, il y a une séquence qui m'a beaucoup impressionnée. Justement, vous expliquez qu'à un moment, notre photographe est au Vatican, on va lui montrer les archives un peu secrètes du Vatican, où il y a tous les cas répertoriés et sur lesquels le Vatican ne s'est pas forcément prononcé. Et on voit des photos, j'imagine qu'elles sont réelles, j'en sais rien, ou reproduites en tout cas à l'identique, de voyants... dans des états d'extase incroyables, on voit des films, des enregistrements d'interviews de voyants, ou qu'on soumet à des expériences scientifiques. Pour voir ce qui se passe dans leur cerveau au moment où ils prient. Oui, tout ça est la réalité. Mais c'est très impressionnant à voir. Oui, mais tous ces documents ont une réalité. Les images de Garabandal dont vous parlez sont un film Super 8. Voilà. Même maintenant, les apparitions de Garabandal sont discutées. Mais l'existence de ces documents est bien réelle. Et ce que vous voyez dans le film, ce sont des véritables documents. Après, les images dont vous parlez, elles ont été capitales pour moi pour déclencher mon désir d'écriture. Ce sont des photos qui ont été prises à Medjugorje au début, où il y a un livre qui s'appelle, je crois, des preuves scientifiques, je ne sais plus quoi. Enfin, il y a le mot scientifique dans le livre. Et il y avait René Laurentin qui a écrit dans écrit beaucoup de livres. Qui a écrit beaucoup de livres et sur le sujet. Et qu'on voit aussi les livres de René Laurentin dans le film. Et on voit une jeune femme, on voit les voyantes, Vika, etc., de Medjugorje, qui sont agenouillées. Et j'ai envie de dire les malheureuses, on leur a mis des électroencéphalogrammes, on leur cache les yeux et on essaie de voir si vraiment elles sont hors d'elles-mêmes pendant une extase. Mais la poésie, pour moi, de ces images, c'était que c'était très... attendrissant, c'est le mot qui me vient, d'aller appeler au secours la science pour essayer de prouver une apparition. Mais ils disent oui, ces gens-là, en plus, ils ne sont pas contre... Ils s'y prêtent. Voilà. Moi, j'ai un avis un peu critique sur Medjugorje, évidemment, même plus que ça. Mais il y avait une poésie du film qui m'intéressait, qui était cette espèce de tension entre une dimension surnaturelle et en même temps la science qu'on appelle à la rescousse pour essayer de prouver quelque chose du mystère de la foi, ce qui n'a aucun sens, parce que c'est exactement le contraire, puisque la foi n'a pas besoin de preuves, surtout pas scientifiques. Et donc, c'est devenu un enjeu pour moi de l'écriture, qui est cet homme qui découvre, alors que c'est un sceptique, que la foi, ce n'est pas étayé et attaché et cautionné par
ou la science, ou des preuves, ou des reliques. Ça peut l'être, mais ce n'est pas ça. C'est un choix libre et éclairé. Et à l'époque où on associe beaucoup le fanatisme et la foi, je trouvais que cette idée humaine d'une décision libre et éclairée avait quelque chose de salutaire et de digne. On va regarder un deuxième extrait de votre film, L'apparition Xavier Giannoli. Il s'agit d'un moment où il y a la commission d'enquête qui se réunit, qui est dans un bâtiment sur place, là où ont lieu les apparitions. Ça s'énerve un petit peu quand même. On regarde. Un signe. Ah, vous croyez au signe maintenant? Ah ben c'est nouveau ça. Oh, tout ça ne nous regarde pas. Et moi, ça me regarde. Moi, ça me regarde parce que ça correspond en rien à ce que vous connaissez. Et vos principes canoniques, c'est peut-être une façon de passer à côté de la simple réalité des choses, justement. Excusez-moi, mais vous n'avez rien compris à notre mission. Si, j'ai compris. Et si on m'a demandé à moi d'enquêter sur cette histoire, c'est justement pour travailler autrement. Pour revenir à quelque chose de plus simple, de plus concret. Ah oui, c'est vrai, vous êtes dans le réel. Mais le réel, ça n'existe pas, mon ami. C'est une ombre, une illusion. La vérité est toujours ailleurs. Et c'est ça que vous n'avez pas compris. Moi, j'ai besoin de savoir si on m'a menti ou pas. J'ai besoin de savoir si je peux croire ce que me raconte cette gamine ou pas. Je veux des faits, des preuves. Alors pendant l'extrait et l'extrait d'avant, Xavier Giannoli me faisait remarquer qu'il y avait des néons partout dans ce film. J'avoue qu'en le voyant une première fois, je n'avais pas repéré. Mais il y a une ambiance effectivement extrêmement contemporaine. Oui, on n'est pas au bah, 19e siècle avec Bernadette Soubirous, loin de là. Pas du tout, et puis on n'est pas non plus dans des trucs comme Da Vinci Code et tout ça. C'était au contraire très important pour moi. Là, ils sont dans une usine désaffectée. Très ancré dans le réel. Voilà, la commission se réunit, on leur a donné des bureaux dans une usine désaffectée, et donc c'est là qu'ils peuvent se parler, et toute l'esthétique du film est ancrée dans un réel contemporain. Et est-ce que la beauté de la foi a encore sa place dans ce monde-là, et quelle peut être sa place? Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, Xavier, c'est que vous êtes allé interroger des gens qui ont participé à des commissions d'enquête pour être au plus près, là encore, de la vérité sur ce genre de scène. Vous en avez retiré quoi de ces rencontres? D'abord, que je ne peux pas dire leur nom. Ouais, ça, c'est normal, ça me paraît normal. Oui, il y a un devoir. Mais ils ont accepté de vous parler quand même. Ils ont accepté de me dire ce qu'ils avaient envie de me dire, ce qu'ils pouvaient me dire, et j'étais évidemment fasciné, puisque d'un coup, on est face à des gens qui m'ont impressionné de leur sérieux et de leur distance, et qui ont été au contact de voyants. Voilà. Après, on y croit, on n'y croit pas, c'est tout l'enjeu du film, mais il y avait une électricité, c'est aussi pour ça que je fais du cinéma, c'est pour être au contact d'une réalité que je ne connaissais pas, qui me dépasse et qui devient une aventure romanesque. Eh ben, vous voyez, quand vous dites on y croit ou on n'y croit pas, c'est tout l'enjeu du film, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, parce qu'à la fin, on a la réponse, hein. Mais finalement, je me dis, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important dans le film. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le parcours de Vincent Lindon, qui en vient à se poser des questions qu'il ne s'est jamais posées. Et c'est son parcours à lui qui va rester au seuil de ce mystère. Il y a une sublime dernière image que je ne dévoilerai pas, mais ça se passe dans le désert, au pied d'un monastère. Je m'arrête là, mais c'est tout le questionnement de votre personnage qui finalement fait la structure du film. Oui, et puis c'était présent à l'écriture dès le départ, qui était que même s'il reste au seuil, il reconnaît l'existence d'un grand mystère. Maintenant que lui y adhère, y croit, en tout cas ce qu'il a à conquérir, c'est le respect de cette question, et de la poser dans des termes, j'ai envie de dire, humains. Voilà. Et donc tout l'enjeu était là, et c'est vrai que dans le film, moi j'étais très attaché à filmer ça. On voit plusieurs fois des églises murées, parce que on voit ça tous autour de nous, voilà, et à chaque fois ça me touche beaucoup. Et il y a aussi tout le parcours, on ne peut pas tout raconter bien sûr, mais il y a tout le parcours d'une icône de la Vierge qui a été profanée. Ça donne presque une œuvre d'art d'ailleurs, c'est très, très important et très intéressant à voir, et on suit aussi le parcours de cette icône tout au long du film. Moi je peux juste vous conseiller d'aller le voir, ce magnifique film, L'apparition de Xavier Giannoli, qui sort le 14 février. Est-ce qu'il y a un moment où le film vous a échappé? Je me suis posé la question. Mais je crois que je fais des films pour qu'ils m'échappent. Je fais des films en essayant de chercher pourquoi je les ai faits, pourquoi
brutalement, cette histoire m'obsède. Pourquoi est-ce que je vais y consacrer toute ma vie pendant autant de temps? Et que je crois que j'espère que quelque chose va m'échapper et que je vais sentir que je cherche et quelque chose de moi-même et quelque chose du monde dans lequel je vis. Et qu'est-ce que je vais réussir à en exprimer. Maintenant, je ne suis pas du tout un théologien ou un historien. Tout ça devient un film de cinéma avec... ça s'adresse à notre sensibilité, à notre intelligence éventuellement. Il faudra qu'on m'explique pourquoi les réalisateurs athéo-agnostiques font les meilleurs films sur la religion quand on voit des hommes et des dieux qui étaient absolument fantastiques. Et votre film est magnifique aussi. C'est toujours une vraie question pour moi. Vous savez, si les laïcs, plutôt si les croyants pouvaient autant réfléchir à Dieu que les laïcs, tout irait bien. On réfléchit beaucoup quand même. Je voudrais faire une mention spéciale pour la musique. Moi, j'ai découvert ce compositeur lituanien contemporain que je ne connaissais pas. Il s'appelle Arvo Pärt, c'est ça? C'est un génie. Mais il paraît. Mais oui, là, il paraît qu'il est très connu. Pardon, je ne connaissais pas. Très mais connu, non. Qu'est-ce que c'est beau. Non, très connu. Beau. Non, il est connu de ceux qui s'intéressent à la musique. C'est un musicien contemporain, on vit. Mais là, on est face au génie absolu. Ah oui, moi, il écrit une musique minimaliste, symphonique. Et il y a une espèce de quête spirituelle dans sa musique, mais qui passe par quelque chose de très mystérieux, de très retenu. Et moi, j'ai écrit en écoutant cette musique. Et j'étais très heureux. Et j'espère que mon film est... Enfin, mon film est traversé par toute cette musique. Il a été écrit avec cette musique. Il vient en contrepoint des bruits, mais une fois en plus, très ancrés dans le réel. Toute la partie bruitage du film. Et ça vient très très bien en contrepoint, la musique d'Arvo Pärt. Ouais. Et je suis... Il y a quelque chose qui m'intimide à l'idée qu'il y ait la musique de ce génie absolu dans mon film. Voilà. Je suis, je sais pas, je suis rempli d'humilité sur la puissance d'évocation de cette musique et sa grâce. Voilà. Merci, en tout cas, pour ce très beau film, Xavier Giannoli. Vous savez, dans cette émission, vous le savez parce que vous êtes un téléspectateur de KTO, il y a des petites séquences. Et la première séquence s'appelle Maître mot. Elle consiste pour l'inviter à nous dévoiler une citation qui lui tient particulièrement à cœur. Donc il est temps de notre première séquence, Maître mot. Alors une citation, c'est une citation qui est dans mon film, qui est une citation de Kierkegaard, qui est traduite « Parfois la foi voyage incognito ». Voilà. Alors je connaissais la citation, je ne savais pas qu'elle était de Kierkegaard. Voilà, et en fait, je l'ai notée au début sur mon carnet en me disant, oui, voilà, j'ai quelque chose à construire à partir de cette phrase. Je suis en train de chercher quel est le personnage qui dit ça dans le film. C'est un des prêtres de la commission. Ah oui. Et surtout, moi, je suis passionné d'anthropologie du christianisme, de gens comme René Girard, par exemple, ou comme Christophe Guilbeault. Voilà, c'est très important pour moi. Et ça m'a toujours intéressé de voir que beaucoup des très belles valeurs laïques contemporaines, de la compassion, de la main tendue à ceux qui souffrent, de la reconnaissance de la souffrance des victimes, même si c'est une mutation laïque, je pense que tout ça vient, et je sais que tout ça, et je l'ai lu, vient d'un élan chrétien. Voilà, et que dans mon film, il est question, évidemment, de quelque chose... qui revient à une forme de... Au début du film, au Vatican, un personnage dit « Vous avez vu toutes ces dorures, on est loin de l'homme aux pieds nus qui prêchait la pauvreté ». Et c'est vrai qu'il y a dans le message d'amour et de reconnaissance de la souffrance de la victime sociale, la victime métaphysique, tout ce que vous voulez, quelque chose d'une mutation laïque d'une idée chrétienne. Et je me souviens de cette couverture de Courrier International avec le pape François et écrit « Le dernier gaucho ». Et donc, voilà, j'aime ça et je trouvais ça... voilà, je trouve cette citation très belle. Et vous n'avez pas l'idée d'aller le montrer au Vatican, votre film? Anne Fontaine, quand elle était venue ici pour Les Innocentes, elle allait justement partir au Vatican pour une projection devant le pape et tous les cardinaux. Vous savez qu'il y a moyen de faire ça? Ça ne vous tenterait pas que le pape François voit votre film? J'allais vous dire que je n'oserais pas, mais d'un coup, je me souviens d'une
une formule qui disait c'est une drôle de vertu, la modestie, dès qu'on croit qu'on en a, on n'en a déjà plus. Donc voilà. C'est très joliment dit. Mais donc, On dirait du Beaumarchais. non, oui, je serais très heureux, évidemment, de pouvoir montrer le film au pape François. En plus, dans mon film, il y a des extraits de discours qu'il a prononcés à Lampedusa. Dans le film, il est question des migrants, il est question de tout ça. C'est même un enjeu très important pour moi dans ma vie. Et donc, oui, ça aurait quelque chose de naturel à aller modestement lui montrer le film. Mais maintenant, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Vous êtes à KTO ici. Ah bon. On peut peut-être vous avez son 06. Un petit peu, mais évidemment, on est en contact direct. On en parlera après l'émission. Juste, pourquoi vous dites que les migrants, qui est un thème qui nous touche tous très fortement, enfin j'espère, pourquoi vous, ça vous touche particulièrement? Vous êtes investi d'une manière ou d'une autre, Xavier Giannoli? Oui, je le fais, mais plusieurs choses, mais par exemple dans le film, on voit des photos d'un jeune photographe syrien qui s'appelle Amir Al-Albi. Ah, c'est les photos dont vous vous servez voilà, puisqu'en au fait, début du film. Le photographe de Vincent Lindon, au début du film, est tué dans des bombardements. L'ami photographe de Vincent Lindon. Oui. Et Vincent Lindon rentre avec lui, il y a un hommage, et il me fallait des photos, et donc j'ai trouvé les photos de Amir Al-Albi qui sont éblouissantes, et quand je l'ai rencontré par Internet, il était à Alep à cette époque-là pendant le tournage. Et en fait, à plusieurs, on a fait tout ce qu'on pouvait pour pouvoir le faire venir en France. Il est là aujourd'hui, c'est vraiment un très grand photographe. Si vous tapez son nom sur Internet, vous verrez ses photos, elles sont absolument extraordinaires, vraiment magnifiques. Et puis, comme tout le monde aujourd'hui, oui, une grande question se pose au monde moderne et aux valeurs auxquelles il croit. De voir ces familles, de voir cette souffrance, de voir cet embarras politique. Ça interroge profondément ce qui structure nos vies et notre rapport à l'humanité et au sacré humain. Et c'est un enjeu central dans le film, puisque il ne faut évidemment pas révéler ce que notre personnage va découvrir, mais bien évidemment, ça va l'emmener au contact de cette question, où quelque chose du cynisme de la modernité rencontre sa limite, puisque qui d'entre nous ne peut pas être bouleversé par une famille et des enfants qui vivent un tel drame. Voilà, je pense que les regards que j'ai croisés me demandent qui je suis, à quoi je crois et qu'est-ce que je suis capable de faire. Et je pense que si tous, modestement, on fait quelque chose, eh bien, c'est important. Voilà. Dans cette émission, je demande également aux invités d'arriver avec un objet de leur choix, quel qu'il soit. C'est toujours assez surprenant en général. Il s'agit de la séquence complément d'objet. Encombrant, non. Non. Il n'y a rien de caché derrière le dos, il n'y a rien de caché derrière le fauteuil. C'était dans la poche de Xavier Giannoli. Alors voilà. Alors, il y a une espèce de tube blanc. Mais on ne voit rien du tout. Ah si. Oh, alors, c'est minuscule. Ça fait quoi, 5 mm? Un centimètre peut-être, quand même? Oui. Et c'est une petite plume. C'est une petite plume. Blanche. Voilà. Alors, cet objet est important pour moi parce que dans mon film, Ma jeune novice, comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de recherches documentaires et je me demandais, j'en ai marre de tout le temps, enfin souvent on voit dans les monastères des gens faire des confitures ou du miel, voilà, ou des choses comme ça. Et donc je cherchais autre chose et je suis tombé sur un documentaire de KTO où on voyait des petites sœurs de Verdun fabriquer des couettes. Et il y avait une énorme machine très bruyante qui soufflait des plumes dans les couettes. Et on voyait les sœurs faire ça. Et donc c'est là que j'ai trouvé l'idée de ce que fait Ma jeune novice dans mon film. Et donc voilà, c'était ça. Et puis surtout, après on m'a fait remarquer que l'affiche de mon film précédent, Marguerite, voilà, elle avait des ailes pleines de plumes. Ouais. Et puis vous parliez de la pesanteur et de la grâce. Voilà, donc peut-être que je propose qu'on lui rende sa liberté. Alors allons-y, on souffle sur la plume. On dirait du Forrest Gump, là. Vous savez, vous vous souvenez quand Forrest Gump, sauf elle ne veut pas vous quitter, cette plume. Hein. C'est posé sur le fauteuil rouge de VIP. J'adore Forrest Gump, d'ailleurs. C'est un film démentiel, Forrest Gump. Voilà. Alors là où c'est très intéressant, c'est qu'on découvre que KTO, d'une manière un peu innocente comme ça, a influencé votre choix sur le film. On est très fiers, on tient à vous le dire. Et puis de fait, on est allé chercher ce fameux documentaire sur ces petites sœurs de Verdun qui fabriquent des couettes et qui vous ont tellement inspiré. Donc moi, ce que je vous propose, on va faire un petit jeu, on va passer un extrait du documentaire, puis après on va passer l'extrait qui correspond dans votre film, Xavier Giannoli, l'apparition, et on va voir ce que ça donne. Alors, d'abord un extrait du documentaire.
Alors voilà donc l'extrait issu du documentaire de KTO sur les petites sœurs de Verdun qui gagnent leur vie en fabriquant ces couettes et qui vous ont tellement inspiré pour votre film Xavier Giannoli. Donc je vous propose maintenant de voir ce qui se passe de manière cinématographique, parce que la plume, c'est très cinématographique en fait. C'est vrai ? Oui. Alors on regarde. Alors l'exercice est assez drôle, finalement, de voir quelque part presque les mêmes scènes de manière documentaire, de manière cinématographique aussi. On est très fiers de vous avoir inspiré, comme je le disais tout à l'heure. Ben, oui, j'ai toujours travaillé comme ça. Je regarde des milliers d'heures de documentaires, je vais sur le terrain, je prends des photos, je note, et puis j'espère que tout ça va nourrir le film et lui donner au spectateur un sentiment de réalité documentaire, quoi. Et c'est tout mon travail d'arriver à ancrer le romanesque et les enjeux à la fois de l'ordre des sentiments et des idées qu'il va y avoir dans le film, dans une réalité, voilà. On va maintenant mesurer votre QI, cher Xavier Giannoli. Le QI, c'est le questionnaire inattendu de VIP, des petites questions qui partent dans tous les sens. Et mes pauvres invités, ma foi, tentent ce qu'ils peuvent pour y répondre comme ça, de manière un petit peu soudaine. Ah, il n'y aura pas d'enquête avant, hein ? Quelle angoisse. C'est parti, questionnaire inattendu. Mais non, aucune angoisse. Dites, on vous laisse le choix de la prochaine personnalité à mettre sur un billet de banque. Vous choisissez qui, Xavier Giannoli ? Alors, ça peut être une personnalité contemporaine ou décédée et qui appartient à tous les domaines. Honoré de Balzac. Et moi, je sais pourquoi. Parce que vous êtes en train de travailler sur Balzac actuellement. Oui, puis je pense que personne n'a à ce point-là compris ce qu'est l'argent dans la vie moderne, quoi. Il y a une phrase extraordinaire de lui qui dit « L'intérêt est le masque que l'on met à sa passion ». Et je trouve ça... c'est cassant. Oui, mais je trouve ça très beau, puisque justement, ça montre que l'argent est un enjeu au-delà de l'argent, en plus. Voilà, donc... Oui, Balzac, ce serait très bien sur un billet de banque. Et dans votre prochain film, vous allez interroger le rapport à l'argent ? C'est quelque chose qui vous travaille aussi comme cinéaste ou... Ce n'est que ça. J'adapte les Illusions perdues, donc d'Honoré de Balzac, wow. et en fait, il fait vivre un moment de la société française en 1821, où c'est les débuts de la banque, et puis c'est le moment où vont émerger les capitaines d'industrie, le début de la publicité, les rapports de la presse et de l'argent, et qu'est-ce qu'on a à perdre et à gagner de nous-mêmes, à pactiser avec ce monde, l'essor du commerce, les débuts de la révolution industrielle. Donc il y a un enjeu moral voilà, qui me passionne. Alors, question qui n'était pas prévue, mais qui me vient spontanément. Si vous pouviez l'avoir en face de vous, Balzac, quelle est la question, alors que vous êtes immergé dans son œuvre actuellement, quelle est la question que vous brûlez de lui poser ? Où est-ce qu'il trouve cette hallucinante force de travail surtout que j'ai découvert qu'il travaillait beaucoup sans fiche. Donc vous imaginez, il y a 2500 personnages dans la comédie humaine. Et puis beaucoup à la dernière minute aussi, quand il devait rendre les feuilletons pour les journaux. Voilà, et il n'avait pas de fiche. C'était un beau gros de travail. Et son regard sur le monde moderne... je lui demanderai qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer, mais je pense qu'il rigolerait. Il serait pas tendre, hein. En disant pardon, mais je l'avais déjà vu. Oui, c'est ça. Je pense qu'il dirait ça. Vous n'avez rien inventé. Oui, je pense. Venez nous voir au 19e siècle. Merci pour cette belle réponse. Quel est le paysage qui parle à votre cœur ? La Corse. Oui, je suis corse. C'est très important pour moi, la Corse. C'est très important, ces paysages. C'est lié à ma famille, c'est lié, voilà, c'est, oui, un paysage de Corse. Vous êtes d'où en Corse ? Bastia, ma famille est bastiaise. Ok. Et avec des vacances d'enfants là-bas ? Oui, tout le temps, mais vous savez, la Corse, c'est pas seulement un lieu, c'est un état d'esprit. Ah bon, alors parlez-moi d'état d'esprit de Corse, alors, Xavier Giannoli. Non, mais il faut m'informer, là, parce que moi... non, je ne peux pas vous parler. D'accord. Non, il ne faut pas parler. Quand on est Corse, quand on parle trop. Non, je plaisante, non, avec des clichés bébêtes. Non, pas du drôle. C'est extrêmement drôle. Quel est le livre que vous aimez offrir ?
Et dont vous pouvez conseiller la lecture aux téléspectateurs de KTO, bien entendu. Il y a un livre qui vous a particulièrement marqué, voire guidé peut-être? Vous m'autoriserez d'en citer deux. Ouais, Bon, bien sûr. D'abord, Illusion perdue. C'est un livre, la deuxième partie qui s'appelle Un grand homme de province à Paris. J'ai hâte que mon petit garçon ait 15-16 ans pour le lire. Il a quel âge votre petit garçon? Il a 12 ans. Voilà, là c'est un Encore, peu tôt. peut-être un chouïa jeune Ouais, ouais. encore. Et Ouais. je pense que j'aurais été moins con si je l'avais lu plus C'est tôt. vrai. Oui. Voilà, faut que je le lise. Alors je l'ai pas lu celui-là. Voilà, et puis un autre livre extraordinaire qui s'appelle Pastorale américaine de Philippe Roth. Ah. Et ça, c'est vraiment un des plus grands chocs littéraires de ma vie. Et, voilà. Et puis j'en ai un dernier, Ouais. qui sont les maximes de La Rochefoucauld. Oui. Ah oui, alors ça pour celui-là, je l'ai lu pour Oui, le coup. avec cette maxime, les vertus se perdent dans l'intérêt comme des fleuves dans la mer. Quand on regarde la société dans laquelle on vit, cette maxime prend une saveur particulière. C'est assez décapant, hein, les maximes de La Rochefoucauld. C'est pas décapant. On c'est- en prend pour son grade aussi, quand C'est même. découpant. Ce sont des coups de lame de C'est ça. rasoir en permanence, avec le plus grand styliste français, Ouais. et en même temps la philosophie janséniste, donc un regard très punitif, on pourrait dire, sur ce qu'est la nature humaine, mais en même temps d'une beauté, d'une profondeur et d'une drôlerie extraordinaire. Ah oui, c'est une lecture saine, effectivement, que je conseille également. Quelle est, spontanément, hein, sans réfléchir, quelle est l'odeur de votre enfance? Les gâteaux à l'anis qu'on appelle les canistrelles, qui sont des gâteaux corses, des biscuits corses secs. Voilà. Et oui, ça tout de suite. Vous voyez, vous me dites ça, c'est la première chose qui vient. On veut vous acheter, on vous offre des canistrelles. Où je mange ça avec mon père en marchant dans des torrents en Corse. Qu'est-ce que vous enseignez, vos parents? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'enseignement de vos parents, de votre éducation? Que j'ai eu beaucoup de chance d'être aimé, d'être protégé, d'être dans un milieu privilégié. Et qu'en plus d'être une chance, c'est un devoir d'être honnête, d'être aussi généreux que je peux l'être, et d'être concerné par les autres et par la souffrance des autres. Oui. Et quand vous avez dit à vos parents, coucou, je vais être cinéaste plus tard, ils vous ont laissé faire. Enfin, ça s'est passé comment cette période-là? J'ai eu la chance d'avoir des parents vraiment extraordinaires. Ils m'ont toujours encouragé, Ouais. même s'ils devaient avoir peur. Moi, j'imagine, si mon petit garçon me disait qu'il veut être cinéaste, ça m'inquiéterait. Moi, c'est venu très tôt. Je regardais des films depuis l'âge de 14 ans. Ils ont compris que ça allait se jouer, en tout cas, dans l'univers du cinéma. Ils m'ont toujours encouragé, ils m'ont toujours soutenu. Ils ont toujours été là dans l'échec, parce que j'ai connu des échecs avec mes films, et dans le succès aussi. Et voilà, j'ai eu la chance d'être élevé par vraiment par des gens, par des parents vraiment formidables, quoi. Quand vous parlez d'échec, le premier qui vous vient en tête, c'est lequel, celui qui vous a le plus blessé? J'ai beaucoup souffert de l'échec relatif d'un film que j'ai fait qui s'appelle Superstar, dans lequel il y avait Cadmerade. Oui. Et en fait, il y a eu un malentendu. Les gens ont cru que j'essayais de faire une comédie populaire, et pas du tout, puisque le film était au contraire, d'ailleurs beaucoup sous l'influence des Illusions perdues. Il était un regard très très dur sur l'hystérie médiatique contemporaine, sur l'imposture médiatique. Et Cadmerade avait été formidable, puisqu'il avait joué le jeu d'un personnage assez dramatique. Et en fait, le film est tombé dans une espèce de malentendu dont il sort aujourd'hui, puisque je suis très touché quand il passe à la télévision et que je lis des papiers qui, au contraire, disent oui, le film avait vu quelque chose de cette folie médiatique qui détruit le débat public, qui cherche l'événement, la violence. Et j'étais parti d'une phrase, très souvent, comme pour l'apparition, j'étais parti d'une phrase de Victor Hugo que j'avais lue qui disait « Souvent la foule trahit le peuple ». Et le film, je l'ai écrit il y a 4-5 ans, et les réseaux sociaux ont commencé à en parler, Twitter ont commencé à en parler, le lynchage médiatique ont commencé à en parler. Je pensais à des films comme des films d'Elia Kazan, Un homme dans la foule et tout ça, et je me suis dit c'est le moment de montrer que quelque chose d'important est en train de se jouer, et que quelque chose de notre humanité va être déchiqueté par cette folie des réseaux sociaux et des trucs-là. Et donc... voilà, et ça m'a fait souffrir. Ouais. Alors, juste une petite phrase que disait Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Voilà qui permet de qu'est-ce que c'est beau. Relativiser l'échec. Oui. Allez, on va passer à la dernière séquence de cette émission. Il s'agit bien sûr du livre d'or. La page blanche, ça peut terrifier quand même
les créateurs. Ah Je oui, vous alors laisse là, moi, une page blanche. Cher Xavier Giannoli, pendant ce temps-là, je rappelle donc l'actualité de notre invité. Le 14 février, précipitez-vous au cinéma pour voir son magnifique film L'Apparition avec Vincent Lindon dans le rôle titre, mais vous verrez que chaque acteur est admirablement choisi. Je voudrais en profiter d'ailleurs, puisqu'on parle des acteurs, pour rendre un hommage à un des acteurs du film qui est décédé il y a quelques jours. C'est Claude Lévesque, Claude Lévesque. Claude Lévesque, en plus, ça ne s'invente pas, dites donc. Claude Lévesque, qui est un des personnages qui appartient à la commission d'enquête. Vous verrez le petit monsieur avec des cheveux blancs et dont vous avez appris le décès il y a quelques jours. Et bon, là, on a une pensée pour lui, on lui dédie l'émission. Voilà. Il a participé lui aussi au succès, parce que c'est déjà un succès, on va quand même vous le dire. Les critiques qui ont tous vu le film comme moi sont unanimes. Ouais, mais grand acteur de théâtre Ouais. et très belle personne. Et ça m'a profondément touché d'apprendre sa disparition alors qu'il est dans le film et que son personnage est important. Et voilà, donc je voudrais lui dédier ce moment. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez écrit sur notre J'ai livre réécrit parfois la foi Voyage incognito. Ah bah c'est parfait. J'ai signé moi. Vous avez signé alors Xavier c'est Giannoli Kierkegaard. au lieu de Kierkegaard. Non, parce que j'ai mis des guillemets. Des guillemets. Voilà. D'après Kierkegaard, le philosophe de la joie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De la chance. Ouais. Voilà. Moi, je vous souhaite des beaux moments avec votre petit garçon aussi. Oui. Je vous souhaite, vous êtes en période d'écriture là sur le Balzac, donc je vous souhaite une période d'écriture féconde. Merci. Et que voilà, on va être pressé. On va déjà aller voir l'apparition, bien sûr, mais pressé aussi de. En général, ça prend 2-3 ans l'écriture. Ça dépend. Balzac, c'est. J'ai un bon début. Oui, disons que Oui, voilà. l'histoire existe Oui, déjà. Oui. Donc en tout cas, on suivra évidemment votre actualité, Xavier Giannoli. Merci infiniment d'avoir fait une étape à KTO et dans VIP. Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci Xavier, au revoir.